Ceci donc est la correction du devoir, de la première partie du devoir. Les devoirs suivants évoqueront une partie des réponses que vous trouverez dans le corrigé suivant. Donc il faut absolument travailler ce cours parce que le dernier devoir a montré que vous ne le maîtrisez absolument pas. Alors qu'est-ce qu'un gène? Qu'est-ce qu'un gène? Ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'un gène en précisant ses composants minimaux? Alors sur Wikipédia, on peut trouver donc une explication sur ce qu'est un gène. Donc il y a énormément de détails, donc la difficulté c'est d'arriver à avoir une définition qui soit la plus courte et la plus complète possible. Donc un gène, dans tous les cas, ça comporte des éléments qui permettent l'initiation et la terminaison de sa transcription. Ce qu'on appelle donc l'expression d'un gène, c'est la possibilité de copier l'information génétique de l'ADN sous forme d'ARN. Ensuite, cet ARN va être utilisé tel quel, c'est le cas de tous les ARN de structure, ou bien être traduit en protéines. Donc, votre gène, finalement, le point commun entre tous les gènes, c'est que ce sont des unités génétiques qui peuvent être copiées sous forme d'ARN, pour ensuite être exprimées en protéines ou être utilisées tel quel. Donc finalement, les éléments minimaux d'un gène, ce sont les signaux qui permettent sa transcription, la régulation de sa transcription, c'est-à-dire est-ce que c'est transcrit ou pas, et la terminaison de cette transcription. Donc un petit schéma très simple, on peut le résumer. Donc dans un gène, vous avez un promoteur, donc ça c'est un minimum. Le promoteur c'est quoi? C'est la séquence sur laquelle l'ARN polymérase va initier la transcription. Et à la suite de ce promoteur, donc en aval, donc si on considère que le départ c'est le promoteur, donc ça va être l'amont du gène. Donc en aval du gène, on va avoir une séquence dite codante, ou pas, enfin une séquence qui va donc avoir une fonction dans la cellule. Par exemple, cette séquence peut être une séquence qui code l'ARN de transfert que va utiliser le ribosome pour faire la synthèse protéique. Ça peut être de l'ARN ribosomique. Ça peut être tout un tas d'autres ARN dont certaines ne sont même pas encore connues. Ou bien un ARN dit messager qui va être ensuite éventuellement maturé chez les eucaryotes. Et un ARN messager, ça correspondra donc à une protéine. Donc vous avez le promoteur qui initie la transcription, puis ensuite une séquence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une séquence qui a une fonction, qui a un rôle dans la cellule. Voilà, donc cette séquence fonctionnelle peut être un ARN dit de structure, ARN de transfert, ARN messager, ça va être une protéine. Voilà. Et donc il faut ensuite une terminaison de la transcription. Voilà, donc il y a un signal, donc il y a une petite séquence qui est reconnue par l'ARN polymérase et qui permet de finir la transcription. Cette transcription, ici, ce gène ne va pas s'exprimer tout le temps. Et donc, il faut penser que la cellule, la plupart du temps, met en place des séquences qui se trouvent en amont ou en aval du promoteur, donc des séquences qui sont à proximité du promoteur. Alors, chez les prokaryotes, uniquement chez les bactéries, donc uniquement chez les prokaryotes, on va avoir des séquences opératrices qu'on appellera opérateurs. Donc c'est eux qui vont jouer le rôle de régulation de l'expression des gènes. Chez les eucaryotes, on aura des responsive elements sur lesquels donc on va appeler enhancer lorsqu'ils augmentent la transcription, silencer lorsqu'ils diminuent ou qu'ils inhibent complètement la transcription, donc ils éteignent le gène. Donc silencer, ils rendent le gène silencieux. Enhancer, ils vont augmenter le taux de transcription, donc le taux d'expression du gène. Voilà. Donc chez les eucaryotes, on a des responsive elements, silencer et enhancer. Ce sont des séquences sur lesquelles vont se fixer des facteurs de transcription qui vont être activateurs pour les enhancers ou inhibiteurs pour les silencers.
de l'initiation de la transcription. Chez les prokaryotes, les opérateurs, eux, vont jouer un rôle similaire, mais plus simple. C'est-à-dire que vous aurez aussi des facteurs protéiques, donc des facteurs de transcription qui se fixeront sur l'opérateur et qui vont favoriser ou empêcher la transcription. Voilà. Donc la définition du gène, c'est une unité génétique fonctionnelle qui va pouvoir être transcrite en ARN pour réaliser son rôle dans la cellule. Et cette transcription est liée à la présence d'un promoteur et d'un terminateur qui sont respectivement des sites d'initiation et de terminaison de la transcription. Et cette transcription, cette expression, elle est régulée par la présence de séquences régulatrices de la transcription. Donc voilà pour la définition du gène. Donc composants minimaux, donc il fallait simplement dire, donc un gène c'est une unité de transcription génétique qui permet la production d'un ARN avec donc promoteur, terminateur et séquence de régulation. Donc les questions suivantes permettent de schématiser plus précisément la structure génétique d'un cas particulier de gène chez les eucaryotes, les prokaryotes, c'est-à-dire l'opérant lactose, et par contre le cas général, dans la troisième question, des gènes eucaryotes. Alors, schématiser l'opérant lactose. Donc l'opérant lactose, vous le trouvez partout sur Internet, puisque c'est le premier gène qui a été étudié pour comprendre la régulation des gènes chez les bactéries. Alors, l'opérant lactose, tel qu'il est représenté ici, représente deux unités génétiques différentes. La première, qui est le gène LAC-I, on le voit ici, c'est un gène autonome, totalement indépendant. Donc ce gène-là est un gène dit constitutif, c'est-à-dire qu'il sera transcrit en permanence. Ici, il est représenté sous une forme simplifiée. Il ne faut pas oublier, donc, d'après la définition qu'on vient juste de voir, que c'est un gène. Donc, en amont, il y a un promoteur, en aval, un petit terminateur. Et donc, ce gène ici, étant donné qu'il est constitutif, il n'est pas ou faiblement régulé, et donc il sera transcrit en permanence. Donc ça, c'est un gène constitutif, gène de ménage. Deuxième unité génétique, c'est le fameux opérant lactose, alors qui englobe des séquences de régulation, comme la séquence ici CAP, donc c'est un site de fixation, ici, binding site, site de fixation de la protéine CAP, qui va favoriser, lorsqu'elle se fixe, la fixation de l'ARN polymérase. Mais ça ne suffit pas. Il y a également une deuxième séquence de régulation qui s'appelle l'opérateur et dont on va voir le rôle dans les étapes suivantes. Donc cette unité génétique là qu'on appelle un opéron, on a des scrupules à l'appeler un gène, mais d'après la définition qu'on vient de voir au début, c'est bel et bien un gène puisqu'il y a au début un promoteur, à la fin un terminateur qui n'est pas représenté mais lié, il y a bien une fin de transcription et il y a bien production d'un ARN messager. Un seul ARN messager. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des scrupules des fois à l'appeler gène? Parce que ici, dans cet ARN messager, il y a trois phases de lecture différentes. Ici, elles sont représentées par 3 AUG qui marquent les codons initiation de chaque cistron. Le cistron, c'est ce qu'on appelle l'unité génétique. Donc, par définition, le cistron, ça devrait être le gène. Mais ici, on a donc trois unités génétiques qui sont sous la dépendance d'un seul promoteur. Donc si la définition c'est que d'un gène c'est une séquence qui a un promoteur, ici l'opérant est en quelque sorte un gène. Et ce gène code plusieurs protéines. Alors il va donc être transcrit ce gène en un seul ARN messager que l'on va appeler donc polycistronique puisqu'il possède 3 séquences traductibles en 3 protéines. Donc polycistron, donc il y a plusieurs cistrons, il y a plusieurs séquences codantes. Maintenant, regardons là comment on va schématiser cet opérant. Alors, si vous oubliez cette histoire de protéine CAP dont je reparlerai plus tard, on va tolérer parfaitement que vous ne représentiez dans l'opérant lactose que le promoteur, l'opérateur, les 3 cistrons
une séquence de terminaison, si vous l'oubliez, bon, vous voyez bien qu'elle est oubliée sur ce schéma. Elle y est, mais souvent on ne la représente pas parce que ici, c'est destiné à des gens qui sont censés le savoir. Donc, votre opérant lactose, donc c'est promoteur, opérateur, puis les 3 séquences codantes. L'une, LAC-Z, qui code la bêta-galactosidase, LAC-Y qui code une lactose perméase qui permet donc l'entrée du lactose en lui permettant de traverser la membrane. Le lactose est hydrophile, la membrane hydrophobe, et donc il faut bien une protéine spéciale, une perméase, pour faire traverser le lactose à travers la membrane. Et enfin, une protéine qui s'appelle c'est une thiogalactosidase transférase, enfin c'est une enzyme dont on connaît assez peu le rôle, mais qui a peut-être un rôle dans la régulation plus fine du gène. Du gène donc de l'opérant lactose. Alors, comment ça fonctionne? Donc, dans les questions suivantes, il vous est demandé d'expliquer ce qui se passe lorsqu'il n'y a que du glucose dans le milieu. Alors, lorsqu'il n'y a que du glucose dans le milieu, ici on voit la protéine CAP n'est pas fixée sur la séquence. Il n'y a pas de lactose lorsqu'il y a du glucose, c'est évident. S'il n'y a que du glucose, il n'y a pas de lactose. Et donc, dans ce cas-là, le carré ici, c'est le répresseur, c'est une protéine, un facteur de transcription qui est inhibiteur. Il va empêcher l'ARN polymérase, qui est représenté ici, de se fixer sur le promoteur. Donc, lorsqu'il n'y a que du glucose, on appelle ça une répression catabolique. Donc, le glucose est prioritaire dans le catabolisme, dans la production d'énergie dans la cellule. Et donc, s'il y a du glucose en abondance, il n'y a pas nécessité de faire autre chose que utiliser ce glucose. Et donc la cellule met en place un système qui va bloquer tous les opérons, donc qui va bloquer l'expression de tous les opérons qui n'ont pas une utilité lorsqu'il y a du glucose. Donc par exemple, on n'a pas besoin de bêta-gal lorsqu'il y a du glucose, et ça bloque ici toute la transcription du gène. Vous voyez que la petite flèche représente LAC-I, elle n'est pas donc il n'y a rien de spécial autour, ça veut dire que c'est transcrit en permanence. Il n'y a pas de système de répression au niveau de l'ACI. Alors pour la bonne raison que le répresseur qui est codé ici, qui est représenté par cette protéine carrée ici, il doit être produit en permanence, sinon là, la répression catabolique ne pourrait pas avoir lieu. Donc ces protéines de régulation, ici dans ce cas-là, vont être produites par des gènes de ménage, parce qu'elles ont besoin d'être là en permanence dans la cellule. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a peu de glucose? Donc low glucose, ça veut dire une faible quantité de glucose. Eh bien, la protéine CAP, en fait, est une protéine qui va fixer l'AMP cyclique. Donc l'AMP cyclique est représenté ici par le terme anglais cyclique AMP. Donc l'AMP cyclique, c'est un dérivé de l'ATP. L'ATP est la cellule est en famine, c'est-à-dire lorsqu'elle manque d'énergie, parce qu'elle n'a plus de glucose sous la main, elle va se tourner vers d'autres nutriments, et pour ça, elle va fabriquer un signal qui se propage dans la cellule et qui va aller jusqu'aux gènes, à tous les gènes, et ce signal, c'est l'AMP cyclique. Cet AMP cyclique tout seul ne peut rien faire, il se fixe sur une protéine qui est la protéine CAP. Cette protéine CAP, lorsqu'elle fixe l'AMP cyclique, va modifier sa forme et être capable, dans ce cas-là, de se fixer sur la séquence, le binding site pour la protéine CAP. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, ça va déformer l'ADN et l'ADN va pouvoir favoriser, et dans cette conformation de l'ADN, l'ARN polymérase pourra se fixer sur son promoteur. Voilà. Alors, s'il y a du lactose, le lactose vient se fixer sur le répresseur et le répresseur se déforme et cache. Donc, cette déformation, lorsque le lactose se fixe au répresseur, va cacher la séquence du répresseur, de la protéine, qui se fixe à l'ADN. Et donc, le répresseur lié au lactose ne peut plus se fixer à l'ADN, il se décroche. Ce qui permet à l'ARN polymérase de se fixer sur le promoteur et de transcrire l'ARN polycistronique pour fabriquer, donc par traduction, donc le ribosome, lui, sur l'ARN, va pouvoir
traduire les 3 protéines correspondant aux 3 cistrons qui sont présents sur le même ARN messager polycistronique. Alors sur ce schéma n'est pas représenté l'IPTG. L'IPTG, c'est un analogue structural du lactose, donc il ressemble au lactose, mais il n'est pas hydrolysable par la bêta-gale parce que le IPTG, le T de IPTG signifie thio, c'est-à-dire soufre. Et donc à la place d'un oxygène, il y a un soufre dans la liaison bêta-gale, et la bêta-galactosidase ne peut hydrolyser une liaison bêta que si c'est une liaison osidique avec un oxygène. Donc dans l'IPTG, ce n'est pas un oxygène, c'est un soufre qui est dans les liaisons bêta. Donc la bêta-gale ne peut pas hydrolyser l'IPTG. Donc cet IPTG, qui va avoir la même action sur le répresseur que le lactose, cet IPTG va être stable et va rester très longtemps dans la cellule. Et donc il va avoir un rôle stable, donc il va induire l'expression très longtemps. C'est pour ça qu'industriellement, c'est ce qu'on va utiliser au laboratoire et industriellement, puisqu'on a un inducteur qui va durer longtemps. Alors que le lactose, lui, il serait consommé par il serait détruit par la bêta-galactosidase. Donc on utilise cet inducteur qui est artificiel pour la raison qu'il va être beaucoup plus stable et agir beaucoup plus fortement finalement que le lactose. Donc, schématiser l'organisation de l'opérant lactose, qu'est-ce qu'il faut représenter? Il faut représenter promoteur, suivi d'opérateur, suivi du début donc de la séquence polycistronique, à savoir une séquence de chaînée d'Algarno devant chacun des cistrons. Donc le promoteur, juste après le promoteur, vous avez l'opérateur, puis démarre la production d'ARN messager. Donc là, on peut mettre une petite flèche avec un +1. Donc ici, sur mon schéma, je peux... Alors ici, si on est sur l'opérant lactose, ici j'efface ça, puisque ça n'a pas lieu d'être chez la bactérie. Et donc, chez la bactérie, vous avez ça à dessiner, donc promoteur, opérateur, séquence fonctionnelle qui ici code 3 cistrons, donc ça, la traduction de l'ARN messager produira 3 protéines différentes. Donc cette séquence fonctionnelle, ici, on la représente par lac Z précédé par une séquence de Shine et d'Algarno, lac Y et lac O, ou lac N. Donc ici, le petit rectangle, ici, c'est la séquence de Shine et d'Algarno. Donc c'est le nom des 2 découvreurs. Donc cette séquence de Shine et d'Algarno ne sert à rien sur le gène. En revanche, sur l'ARN, cette séquence de Shine et d'Algarno, c'est elle qui va préciser, donc qui va permettre au ribosome de se positionner convenablement pour traduire la séquence. Et donc, la séquence de Shine et d'Algarno, c'est elle qui permet au ribosome de repérer où se trouve le bon AUG qui code la méthionine initiale. Voilà. Donc, Shine et d'Algarno, c'est une séquence qui permet la fixation du ribosome et l'initiation de la traduction. Traduction. Shine et d'Algarno, traduction. Donc, initiation de la traduction, c'est Shine et d'Algarno chez les prokaryotes. Initiation de la transcription, c'est le promoteur. Donc, il faut bien différencier ces 2 étapes dans la production des protéines, l'étape de transcription et l'étape de traduction. Voilà. Donc, ensuite, alors j'ai oublié de mentionner, donc il y a probablement une séquence de terminaison de la transcription qui permet donc de finir la production d'ARN messager. Donc l'ARN messager, il va commencer à être produit uniquement ici à partir, voilà, il sera produit à partir d'une certaine position ici dans la séquence ADN. L'ARN polymérase va commencer à fabriquer de l'ARN messager et cet ARN messager va être transcrit et traduit en ces 3 cistrons, transcrit donc dans 3 cistrons, et ces 3 cistrons, eux, vont être traduits en 3 protéines.
par le ribosome. Voilà, donc ça, c'est vraiment du cours de base. Si on vous demande quelque chose sur les opérons, bon, ben, il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça, bon, mais c'est quand même la base, vous avez vu en première année. Et dans votre métier, même pour discuter avec les professionnels, il faut quand même au moins savoir ça sur l'organisation des gènes prokaryotes. Alors, retenez bien que chez les gènes prokaryotes, il y a des gènes normaux, c'est-à-dire des gènes qui vont coder avec un promoteur, un terminateur, ils vont coder uniquement un seul cistron. C'est le cas, par exemple, du gène LAC-I qui code le répresseur. Le gène LAC-I ne contient l'information génétique que d'une seule protéine, le répresseur. Donc ça, c'est un gène, entre guillemets, normal, parce qu'il n'y a une seule unité génétique codée dans le gène. Et pour différencier ces gènes dits normaux de gènes un peu plus complexes, que sont les opérons, on va parler d'opérons lorsqu'il y a dans une seule unité génétique de transcription, vous avez plusieurs protéines qui pourront être produites à partir d'un polycistron, c'est-à-dire d'un ARN messager, contenant plusieurs séquences codantes différentes. Ici, donc, LAC Z, LAC Y, LAC N. Représenter un gène eucaryote typique en définissant le rôle de ses constituants. Mais ces constituants, on vient de le voir, c'est promoteur, séquence codante, terminateur. Il faut rajouter des choses donc qui sont typiques du gène eucaryote. Donc un gène eucaryote, c'est un promoteur, un terminateur, mais il va falloir préciser les choses. Donc, vous avez la molécule d'ADN ici. Donc là, je ne représente que le brin codant. Donc à gauche, 5', à gauche, 3'. Donc le brin codant, c'est celui qui a la même séquence que l'ARN messager. Donc en fait, le code génétique, vous pourrez le lire aussi bien sur le brin codant que sur l'ARN messager, à la différence que vous aurez un U à la place du U sur l'ARN à la place du T sur l'ADN. Donc ici, sur le brin codant, vous avez un promoteur qui, comme chez les bactéries, donc ça c'est un point commun avec les bactéries, le promoteur c'est une séquence qui permet la fixation de l'ARN polymérase, c'est-à-dire l'initiation de la transcription. Ensuite, vous avez des choses qui sont particulières aux eucaryotes. Et là, il faut être capable de définir ces termes. Donc, chez les eucaryotes, en amont du promoteur, et parfois on les trouve aussi dans les introns, enfin un peu partout sur le gène, mais la plupart du temps c'est aux alentours du promoteur, on va trouver des choses spécifiques aux eucaryotes que l'on appelle des responsive elements. Donc les responsive elements, c'est quoi? Donc c'est un terme anglais bien sûr. Donc ce sont des éléments de réponse à quoi? Eh bien des facteurs environnementaux qui vont faire que le gène doit être exprimé ou au contraire réprimé. Donc ces responsive elements vont être des séquences qu'on va appeler cis-régulatrices. Ces séquences cis-régulatrices sont des séquences cis, ça veut dire sur la même molécule, donc même molécule que l'ADN. Ce sont des séquences qui permettront la fixation de facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription, c'est quoi? Ben, ce sont des protéines. Donc ce sont des protéines qui se fixent, donc qui reconnaissent ces séquences de manière spécifique et qui vont avoir un effet sur l'activation ou l'inhibition de la transcription. Donc certaines de ces protéines vont avoir un effet inhibiteur et d'autres vont avoir un effet activateur. Donc ici, je représente deux protéines qui ont un effet soit activateur, soit inhibiteur. Alors, celle qui a un effet activateur, ça va s'appeler une protéine transactivatrice. Et donc, elle se fixe, elle, sur un enhancer.
enhancer, c'est-à-dire augmentateur, si je traduis littéralement le terme anglais. Le deuxième type de protéine, ici, va être une protéine inhibitrice. Et pourquoi cette protéine inhibitrice? Parce qu'elle va gêner la fixation de l'ARN polymérase. Et cette protéine inhibitrice, elle va se fixer, elle, sur une séquence 6 qui s'appelle le silencer. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres caractéristiques des gènes eucaryotes. La deuxième caractéristique, c'est la présence de séquences qui n'existent pas chez les gènes prokaryotes. Ce sont des séquences qui sont vraiment spécifiques des gènes prokaryotes. Et ces séquences viennent interrompre la séquence codante du gène. Alors ces séquences codantes, non codantes, puisqu'elles viennent interrompre la séquence codante du gène, elles vont morceler le gène en petits fragments. Alors, ici, les rectangles que je viens de dessiner, c'est ce qu'on va appeler des introns, c'est-à-dire ce sont des séquences non codantes. Donc ici, j'ai un intron non codant. Et qu'est-ce qui se trouve de part et d'autre? Eh bien, les séquences codantes. Donc ici, celles qui ont les bouts un peu arrondis. Voilà, donc de manière... Voilà. Donc ici, on a combien d'exons, combien d'introns? Alors les exons, ce sont les fragments de parties codantes. Donc ici, on a un exon 1. Ici, on a l'exon 2. Il vaut mieux que je le réécrive. Donc l'exon 2, il est là. L'exon 3, l'exon 4. Donc ici, on a 4 fragments différents. Alors, que contiennent ces exons? Ces exons, c'est ceux qui vont sortir sous forme d'ARN messager mature du noyau. Donc on est chez les eucaryotes. Ils ont donc un vrai noyau avec une membrane, des pores nucléaires. Ces exons, après maturation, qu'on appelle excision, épissage. Excision, ça signifie couper. Donc on va segmenter cette portion d'ADN. Donc ça se fait dans le noyau à l'aide d'une grosse particule qui s'appelle le spliceosome. Donc ce spliceosome contient des ARN spéciaux, les small nuclear ARN, qui vont reconnaître les extrémités, les jonctions entre exons et introns. Et ces ARN qui sont aidés de protéines vont former le spliceosome pour couper, donc exciser chacun de ces fragments, et ensuite les recoller entre eux, donc recoller entre eux les exons, et ça s'appelle un épissage. Donc l'excision c'est couper, épissage c'est coller. Donc on coupe et on colle. On coupe quoi? On coupe les jonctions entre exons et introns, et on colle. Et on obtient quoi? On obtient, après la maturation, on va obtenir un transcrit qui va contenir les différents exons mis bout à bout. Voilà. Alors si on regarde un peu dans le détail cet ARN messager mature, on voit qu'il contient, comme l'ARN messager mature donc des prokaryotes, il va contenir une séquence qui permettra au ribosome de commencer la traduction. Alors, tout comme chez les prokaryotes, le problème pour le ribosome, c'est de savoir où se trouve l'AUG qui permet de commencer la traduction. Donc ici, par exemple, on en a 2, ça veut dire qu'ici, potentiellement, on peut coder 2 méthionines. Lequel choisir? Eh bien, le ribosome a pour cela, il va utiliser une séquence dite d'initiation de la traduction, et chez les eucaryotes, elle s'appelle la séquence de Kozak. Donc le AUG qui se trouve juste en aval de la séquence de Kozak, le AUG juste en aval de la séquence de Kozak, c'est lui qui va être
utilisé comme codon d'initiation. Donc ici, on va avoir une séquence qui va être codante de là jusqu'à quelque chose qu'on va appeler donc le codon stop. Donc dans la même phase de lecture, voilà, le ribosome va se positionner grâce à Cosac sur le bon AUG, et puis ensuite, en lisant, donc en prenant une phase de lecture qui correspond à ce AUG, en se déplaçant 3 par 3, il va lire les codons, donc il va lire les bases 3 par 3, c'est-à-dire sous forme de codon, jusqu'au codon stop, où là, il va arrêter de traduire. Donc on parlera rarement de séquence, on ne va pas parler de signal ou de séquence de fin de traduction, mais en réalité, cette fin de traduction, c'est tout simplement un codon stop qui est lu par le ribosome. Donc le ribosome, dès qu'il arrive sur un codon stop, eh bien, il arrête de traduire. Donc on a bel et bien une séquence d'initiation de la traduction. Chez les eucaryotes, c'est Cosac. Et tout à l'heure, on l'a vu dans l'opéron. Chez les prokaryotes, ça s'appelle la séquence de Shine et d'Algarno. Voilà. Donc ici, on peut repérer sur les exons les petites séquences qu'on a ici. Donc sur les exons, on voit que Cosac, ben, il y est, forcément. Donc Cosac, il est ici. Et il est suivi de ATG. Donc ATG, lorsque il y a transcription, donc c'est le brin 3', 5' qui est parcouru par l'ARN polymérase. Et quand l'ARN polymérase parcourt le brin qui est complémentaire inversé du brin qui est mentionné ici 5', 3', donc sur le brin qui est complémentaire inversé du brin codant, vous avez donc ici sur l'ADN, sur le brin, vous avez TAC. Donc ce TAC qui est orienté 3', 5'. Lorsqu'il est parcouru par l'ARN polymérase, en face du T, on va mettre un A, en face du A, on va mettre un U, et en face du C, on va mettre un G. Donc l'ARN messager a une séquence qui est la copie exacte des séquences codantes que vous trouvez sur le brin codant. Donc ici, on a ATG sur le brin codant, et donc on a quasiment la même séquence sur l'ARN messager, quasiment parce que le T est remplacé par un U. Mais à part ça, c'est exactement la même séquence. Bon, chez les eucaryotes, en plus, vous voyez que les introns ont disparu. Les introns sont restés à l'intérieur. Intron, ça veut dire intérieur, ils sont restés à l'intérieur du noyau. Et ils sont recyclés. Et les exons vont former l'ARN messager. Voilà. Alors, petite anecdote, vous savez que à partir donc d'un gène eucaryote, la cellule peut réaliser ce qu'on appelle un épissage alternatif et peut produire des ARN messagers qui vont mettre bout à bout une combinaison différente d'exons. Donc on pourrait par exemple ici avoir un ARN messager qui ne contiendrait pas l'exon 2, un autre ARN messager qui ne contiendrait pas l'exon 3, un autre ARN messager qui ne contiendrait pas l'exon 2 et 3. Et donc ça va produire des ARN messagers plus ou moins longs, donc qui contiennent plus ou moins d'exons, et la conséquence, c'est que la protéine va être plus ou moins courte. Plus ou moins longue, plus ou moins courte. Donc à partir d'un seul gène eucaryote, on va pouvoir obtenir différentes variantes de protéines. Alors, énumérer les principales différences entre les gènes eucaryotes et prokaryotes. Bon, maintenant, ça vous paraît évident. Chez les gènes eucaryotes, on a un morcellement de la partie codante en un exon qui code et un tronc qui ne code pas. Ça n'existe pas chez les prokaryotes. Inversement, chez les prokaryotes, on a une optimisation de la production des protéines qui ont des fonctions similaires, ou qui entrent dans la même fonction. Par exemple, pour le métabolisme du lactose, les bactéries ont inventé une organisation génétique particulière qu'on appelle l'opéron. Et les opérons vont permettre de transcrire en même temps la partie codant au moins 2 protéines. Donc lorsqu'il n'y a qu'une seule protéine, ce n'est pas un opéron. Lorsqu'il y a plusieurs protéines qui sont obtenues par transcription et traduction
de l'ARN messager issu de l'opéron, on va obtenir plusieurs protéines. C'est le cas de l'opéron lactose dans lequel on a 3 cistrons, donc 3 protéines à la fin. Donc ici, 2 différences, les introns exons chez les eucaryotes et les polycistrons des opérons chez les prokaryotes. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu la régulation de l'opéron lactose, il est évident donc de dire que lorsque vous n'avez que du glucose dans le milieu, bien répression de l'opéron lactose, le répresseur se fixe sur l'opérateur et donc il n'y a pas de transcription. Lorsque vous avez uniquement du lactose, donc il n'y a pas de glucose, donc il y a un stress dans la cellule, production d'AMP cyclique, la protéine CAP va se fixer sur le site en amont du promoteur, favoriser la fixation de l'ARN polymérase, et en plus, le lactose va se fixer sur le répresseur, l'empêcher de bloquer la transcription. Donc ici, on a tous les facteurs réunis pour une production de bêta-gal et des autres protéines de l'opéron lactose. Donc ici, il y aura, lorsqu'il y a uniquement du lactose, il y aura donc expression de l'opéron lactose. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez du glucose et du lactose. Comme le glucose est prioritaire, il y aura une répression catabolique liée au fait qu'il n'y a pas d'AMP cyclique produit, puisqu'il n'y a pas de stress. Et donc, le lactose va se fixer au répresseur. Il y aura une très faible production du gène, donc il y a une très faible transcription. Ce ne sera pas totalement inhibé, mais on peut, en caricaturant, dire que quand il y a du glucose, l'opéron n'est pas exprimé. Ce qui est dans la réalité un peu faux, parce qu'il faut un peu nuancer. Ici, donc, le glucose va inhiber la transcription de l'opéron lactose. Dans la réalité, il y a toujours ici, dans ce cas-là, une petite transcription. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas un petit peu de transcription, il n'y aurait pas de lactose perméase. Le lactose ne pourrait pas rentrer, et quand il y en a beaucoup à l'extérieur, ben, la cellule ne pourrait pas le savoir. Il faut un tout petit peu d'expression ici, parce qu'il faut un tout petit peu de lactose perméase, pour que dès que le lactose apparaît dans le milieu, il puisse rentrer dans la cellule facilement. Pour l'IPTG, donc c'est un substrat artificiel qui n'est pas hydrolysé par la bêta-gal, et donc lui va avoir un rôle d'inducteur, comme le lactose, mais ce sera un inducteur qui sera permanent. On l'appelle souvent inducteur gratuit, et c'est ce qui est demandé dans la question suivante. Donc l'IPTG va avoir le même rôle que le lactose tout seul. Et pour l'anecdote, même quand il y a un peu de glucose, il va avoir un effet parce qu'il se fixe plus fortement, avec plus d'affinité au répresseur. Mais ça, bon, ça c'est une affaire de spécialiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IPTG est un inducteur utilisé à la place du lactose. Il a le même effet que le lactose, donc il permet de lever l'inhibition du répresseur et donc d'activer la transcription. Donc je m'arrête pour cette partie.